Round numéro 1, où est-ce qu'il est mon round? Il est là Alors, chaque round va durer 10 minutes pour toutes les personnes qui vont partir sur des arguments fallacieux, du bullshit. Si vous recommencez, vous avez même des cartons. Et si vous allez au-delà du temps réglementaire, également, vous allez avoir un carton ou un sifflet. On lance le premier round, Michel? C'est parti, premier round. L'avant-projet. Alors, l'avant-projet. Il n'y a pas de projet sans définition du besoin clair, messieurs. Vous le savez, ça. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on voit tant de projets avec des périmètres mal définis, conduisant à des débordements? À qui la faute? Le client, qui ne sait pas ce qu'il veut, ou l'agence qui enfume le client? Messieurs, c'est à vous. Alors, même si vous voulez un climat de fight, la première réponse à ça, c'est que moi je suis convaincu qu'on a les prestataires qu'on mérite. Oula. Voilà. Donc ça veut dire que si le projet merdouille, c'est la faute avant tout du client et de l'annonceur. Donc ça veut dire qu'on a mal défini le besoin et qu'on n'est pas très clair Tu es en là-dessus. train de marquer contre ton camp là. C'est pas grave. Merci d'être dans notre équipe. Et c'est pour ça qu'on ne travaille pas encore ensemble. Bon. Donc plus sérieusement, est-ce que la question est claire pour tout le monde et déjà en interne avant de l'adresser à la solution avec laquelle on va travailler? Donc pour tout le monde, c'est l'éternelle guéguerre interne entre la tech et le métier, entre les opérationnels et la direction. D'accord. Bon, réponse des... Aujourd'hui, c'est encore aux agences de devoir faire le lien justement entre le métier et la tech. On a quand même des retailers où le SI ne parle pas au marketing, où le SI ne parle pas au métier, et sur lesquels on est obligé de venir faire le rôle de liant pour définir tout ça, quoi. Ouais. Ben voilà. Et souvent à la demande du métier d'ailleurs. Alors vas-y. Oui, non, mais c'est souvent la demande du métier. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est que quand tu n'arrives pas à obtenir de ta tech ce que tu veux, alors toi, tu es en position de dirigeant, donc c'est plus facile. Mais quand moi, je ne maîtrise pas la tech, passer par l'agence, ça peut être effectivement utile pour obtenir cet alignement. Et d'ailleurs, il remarque donc qu'on est là comme des fusibles, hein, parce qu'il n'y a personne qui a une vision à 360 du côté client. Nous, on arrive avec cette vision à 360 et effectivement, la prise de hauteur peut faire un peu ralentir, je vais dire, l'avant-projet. Et effectivement, c'est à ce moment-là que quand on est retailer, on est comme tout le monde, quand on a envie de se laisser enjôler par des belles paroles, par le meilleur séducteur, mais ce n'est pas toujours le meilleur coup. Donc, Alors première punchline, et puis pour donner des exemples très concrets, quand je travaillais chez Kiabi et que je n'étais pas décideur sur tout, j'ai eu des fournisseurs qui ne comprenaient pas l'organisation de la boîte. C'est-à-dire que les fournisseurs, voire les commerciaux, sont objectivés pour avoir des rendez-vous avec les DG. Or, ce n'est pas le DG qui décide du projet. Le DG, il va décider du budget, mais il ne va pas décider du projet. Et le nombre de fois où je devais dire aux fournisseurs, ne vous adressez pas à moi, adressez-vous à l'opérationnel, et c'est l'opérationnel qui va décider avec qui on travaille. Et je pense qu'il y a des entreprises qui ont fait un chemin de libération et de descente de la hiérarchie que les fournisseurs ne comprennent pas. Et donc, eux pensent que le meilleur port d'entrée, c'est d'attaquer le décideur. Or, celui qui va faire, c'est le chef de projet, c'est le chef de département, c'est le membre du comité de direction. Et souvent, il se sent floué par l'annonceur qui va essayer de court-circuiter tout ça et de travailler avec la direction. Il n'y a rien de plus frustrant quand on est en interne de se faire imposer un prestat par la direction. Mais ça doit être drivé par qui? Par le retailer? C'est au retailer de nettoyer son organisation. Mais très très souvent, j'ai expliqué aux fournisseurs que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est un très bon point. Il y a, les bons directeurs commerciaux, les bons directeurs des ventes et les bons commerçants, en fait, très souvent sont capables de faire une sorte de mapping de l'organisation. Et d'ailleurs, si vous voyez les bons outils de CRM, ils sont structurés comme ça, et ils le remplissent. Le mauvais vendeur, il va essayer de taper le plus haut possible, et après de redescendre en disant, le chef, il a trouvé ça bien, donc il faut le faire. Alors, pour les boîtes de l'AFM que je pratique, c'est la dernière connerie à faire. Il ne faut surtout pas faire comme ça, parce que le premier truc qu'on essaie de faire quand ça descend, c'est « ouais, tu vas voir. Tu m'as appris à être autonome, je vais te montrer comment je le suis ». Et pour avoir grenouillé dans d'autres univers, en fait, c'est effectivement aussi une grosse connerie. Cette carte des pouvoirs, elle est essentielle, et trouver qui sont les décideurs, les sponsors, etc. Et en haut, c'est surtout les budgets qu'on va décider, la grande vision stratégique, mais le avec qui. Ils sont décideurs ou influenceurs? Ouais, mais alors... Qui ça, les grands dirigeants? Non, les équipes. Les moi, j'ai connu des organisations où le but, dans un cadre budgétaire que moi je décidais, non, c'était les opérationnels qui choisissaient la solution. Donc,
ça veut dire que si on bat notre coulpe côté annonceur, il faut accepter de déléguer. C'est-à-dire que même si tu as fait, je me suis occupé de digital, maintenant je dirige la boîte, les sujets digitaux, c'est pas moi qui dois les décider, c'est mon équipe. Sinon, tu les déresponsabilises complètement. C'est clair et c'est bien ce qu'on fait quand Pas on bosse avec pas toujours. C'est bien ce qu'on fait quand on bosse avec les opérationnels qui nous donnent le besoin et qui sont entre guillemets notre sponsor. Le seul problème, c'est quand vous leur donnez un budget minable qui est à peine celui de l'année dernière et qui est le budget d'il y a 20 ans, pour avoir quelque chose qui réponde à leurs besoins d'aujourd'hui, franchement, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, à la fin, effectivement, si on vous coupe avez tout de suite, vous avez le quel que soit le prix, vous on avez reste des en oursins vérité. dans le portefeuille. Pas du tout. On fait un métier très difficile où les marges sont très faibles et donc il faut faire des efforts. Alors là, il y a un peu de mauvaise foi. Hein. Je sais pas Non, si on non, le non, non, sait. non, laisse ce sifflet. On siffle la mauvaise foi ou pas? On continue. Je sais pas. Un C'est avertissement. le public qui Ok. dira. Putain, la vache, ça aurait pas duré 5 minutes. Moi, je pense que le public a déjà jugé, là, c'est bon. Non, mais pour répondre... Parce qu'il y a un bullshitomètre. Hein, donc, Pour répondre, c'est pas qu'une punchline et c'est pas une provoque. Et cet exemple, je l'ai vécu. Quand tu as un excellent DSI, et j'en ai eu quelques-uns, qui arrivent à négocier le tarif à moins 90%, c'est vrai que par définition, tu es très dubitatif. Laquelle ? C'est quand même sur la tech qu'on est le plus dubitatif sur les budgets parce que on voit, enfin, disons les choses, hein, à projet égal, tu peux voir des rapports de devis de 1 à 8, de 1 à 12. Donc tu te demandes toujours qu'est-ce que tu achètes. Donc définir un budget, c'est très compliqué. Mais alors Est-ce que pourquoi le est-ce que projet 9 fois est sur vraiment 10, égal le budget est mal anticipé? Pourquoi? Dites-nous. Mais juste, le projet n'est pas égal. C'est aussi là, l'opérationnel, c'est très bien ce dont il a besoin. Donc le boulot et ce dont vous devez faire pour les encourager, c'est de développer simplement les fonctionnalités dont ils ont besoin. C'est l'outil qui va permettre de tester et d'avancer. Aujourd'hui, on a encore beaucoup trop de directions qui veulent le périmètre identique, qui veulent tout. Et effectivement, il faut se concentrer sur ce dont on a besoin pour avancer. Et effectivement, aujourd'hui, il y en a qui vont donner, je veux dire, l'outil qui fait soi-disant tout, mais qui ne sera même pas utilisé. Donc ça ne sert à rien, ça vous coûtera plus cher au final. Ouais. Et Je peux pour- rajouter quelque chose, vas-y. Ouais, Michel et pour compléter, pardon, il y a eu beaucoup de commentaires sur justement l'implication du métier, l'implication du terrain, etc. Aujourd'hui, on a nous, on nous donne des cahiers des charges qui ont été faits dans des bureaux, loin du terrain. Et nous, notre métier, ça fait, une des composantes de notre métier, c'est d'aller parler au métier, d'aller parler au terrain. Sur des projets omnicanaux, on n'interroge pas les gens qui sont par exemple en boutique. Vous avez rarement les utilisateurs ou les feedbacks des utilisateurs directement dans la construction de votre cahier des charges ou même des services impliqués. Donc, il y a une vraie dichotomie de se dire je vais faire quelque chose d'adapté à mes équipes sans interroger les équipes. Michel, juste pour répondre à ta question, Mais on est d'accord pourquoi sur ça ce point. dérape Juste une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quasiment 15 à 20 ans. On était en migration de projet d'ERP, etc. Le projet était parti en vrille, comme souvent des projets ERP, ça a pu arriver, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui ont subi ça. Et je vais voir le DSI de l'époque, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as vendu un beau projet ERP, là. Et il me regarde, très naturellement, il me dit, mais c'est normal, un projet ERP, c'est toujours 2 fois plus long et 2 fois plus cher. Alors pourquoi on ne le dit pas au début? Et c'est exactement la question que je lui ai posée. Il me dit, mais parce que si on le dit au début, le projet, il ne se lance pas. Et en fait, la réalité, c'est qu'il faut qu'il se lance ce projet. Donc en fait, je pense qu'on est tous complices là-dedans, que ce soit agence, éditeur et distributeur là, mais ça aurait pu être dans d'autres univers, pour se dire, bon... Donc tout le monde le sait, personne ne le dit. Bah on oui, veut le parce dire pour que ça passe en... pour que ça passe, parce qu'en fait, si tu ne le fais pas, tu es encore plus en danger. Mais si tu donnes le vrai chiffre d'entrée... Bah, ça va être le double quand même. Oui, Bon, ok. mais tout le monde le sait, mais on ne le dit pas. Alors, à qui la responsabilité des surcoûts dans l'implémentation? Donc même si on est dans une présentation binaire, la responsabilité, elle est des deux côtés. Le tech qui sait parfaitement dans quel gabegie ou dans quel bourbier il va se retrouver, mais qui ne le dit pas tout de suite parce qu'il dit je mets une main dedans et après je facturerai le reste. Et de l'autre côté, des sujets... le front office est souvent valorisé, le back office l'est moins, on passe moins de temps là-dessus. Et donc, Alors que c'est là que ça se joue. voilà. Et donc moi 2 fois dans ma carrière je l'ai vécu et on le vit à chaque fois. Tu fonces sur un projet ERP, tu fonces sur du middle office, mais en fait ton vrai sujet c'est les flux. Ça fait jouir personne. Et si tu travailles pas ça avant, qui est très difficile à expliquer à une direction générale parce que travailler sur des flux c'est pas voilà. Si tu travailles pas ça, tout le reste de tes projets sont morts. D'accord. Voilà. Et donc tu mets la charrue avant les bœufs parce qu'en plus dans les arbitrages, on est dans des boîtes de retailers, on va privilégier. Ça aussi, alors je vais battre ma coulpe, mais c'est un vrai sujet. Ce qui valorise, c'est le commerce.
Donc c'est les projets de front, c'est ce qui va faire du plus. Sauf qu'avant ça, il faut travailler Donc il y a un avant-projet. Voilà, il faut qu'il y ait un avant-projet sur les bases. Et il faut reconnaître quand même une capacité exceptionnelle d'agence et éditeur à te montrer des screenshots des fronts où la plupart des dirigeants te disent « Waouh, c'est génial, il me faut ça ». Donc vous les faites rêver, vous les enfumez en fait, c'est ça? On nous demande de faire rêver en fait. C'est difficile de faire rêver avec un schéma d'architecture et un schéma de flux. Donc généralement on compense avec du front pour les personnes qui sont les moins techniques. Et c'est là où est le drame. C'est comme tout le monde, hein, c'est ce que je disais, les meilleurs séducteurs ne sont pas les meilleurs coups. Donc il faut faire très attention quand on va la garder, démarre celle-là. Celle-là, je la garde. projet. Nous, on arrive à un âge où ça nous intéresse. Et ce qu'il y a aussi, moi je le dis, il y a des projets qui se passent bien et il y a des projets qui ne doivent pas déraper. Un projet innovant, résolument innovant, peut déraper, peut ne pas marcher, c'est normal, c'est la base de l'innovation. En revanche, il y a des projets qui peuvent être cadrés et effectivement, toute la question, c'est la préparation en amont. Les questions, justement. Alors les questions, vous pouvez continuer à les poser et je propose qu'on passe au deuxième round. Donc là, on a parlé avant-projet, on a parlé les acteurs qui étaient impliqués en avant-projet, le budget, le ROI. Je vous propose qu'on se penche maintenant durant le projet, durant le delivery. Y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. On en a quelques-uns ici, vous les représentez. Sans une bonne coordination, c'est très très vite le chaos. On a commencé un petit peu à en parler. Pourquoi chez les retailers, il n'y a jamais de clarté sur ce qui doit être fait et surtout sur qui fait quoi? Et de votre côté des agences, pourquoi vous ne fixez pas des conditions pour vous assurer du succès du projet? Et juste, moi je dis, 100% des acheteurs ne sont pas présents au cadrage du lancement de projet. Donc à partir du 100% moment des acheteurs où c'est là, on ne s'en sort pas. C'est les stats, hein, c'est pas franchement. Alors, qui est présent dans le cadrage du projet? Qui devrait l'être? donc déjà, on est obligé d'être un peu caricatural. Je pense que ce qu'on dit était vrai il y a 5-10 ans dans les boîtes. Ça l'est moins. Ça veut dire que les ingénieurs sont devenus des commerciaux et les commerciaux sont devenus des ingénieurs. C'était ça aussi avant. Donc, bref, vous avez compris. Un DSI doit être un commercial et le métier doit comprendre la tech. Donc ça s'améliore. Là où vous avez raison, dans les grosses boîtes, ce qui complexifie le truc, et c'est bien, c'est pour des histoires de sapin 2 et de cadrage de la négo, il y a les acheteurs d'un côté et le métier de l'autre. Ce qui est gênant, c'est la phase où tout d'un coup, les prestataires n'ont plus le droit d'être en connexion avec le métier. Et donc ça, c'est un vrai drame. Parce qu'il y a plein de prestataires qui n'ont plus la possibilité de peaufiner leur offre, parce qu'en gros, ils n'ont plus en face que des acheteurs. Et donc là, il y a un sujet. Ça, c'est vrai qu'il y a un sujet à voir. Pendant le cadrage, c'est pas vrai. L'acheteur, il a pu à être là, il faut que ce soit le métier qui soit là. Et donc, mais par contre, si le cadrage n'est pas suffisamment clair en amont, oui, là, il y a un sujet. Mais tout dépend de la qualité du prestat, et on va revenir dessus. Le sponsor, les deux mots-clés, c'est le chef de projet et le directeur sponsor. Donc le pouvoir du sponsor et la connaissance métier du chef de projet. Il y a autre chose qui se joue aussi, c'est les profils des gens qu'on a en interne. Je pense que je suis d'accord avec Cyril. D'abord, ça s'est beaucoup transformé dans les 10 dernières années, notamment dans les 5 dernières années. Il y a une dizaine d'années, alors là je vais parler un peu d'ADO depuis le début, je parle d'un cadre très général. Globalement, les gens qui étaient vraiment aux manettes du métier étaient souvent des anciens directeurs de magasins qui ont une culture, moi que je trouve extraordinaire, mais qui n'est pas forcément totalement adaptée sur certains profils de pilotage de projet. Mais on avait le coutume de dire, il y a 10 ans, tu as fait DM, tu peux faire n'importe quel métier. Je pense que maintenant, on a fait le constat que c'est plus vrai, que DM est une école formidable, mais qu'il y a d'autres écoles. Et donc aujourd'hui, et là on va recruter des gens qui ont des profils très très différents un peu partout. Je parle de la partie métier, je ne parle pas de la partie tech, parce que ça fait longtemps qu'on a compris qu'il y a besoin de gens de métier très très forts sur la tech. Et donc là, maintenant, on a quand même des castings avec des gens qui sont beaucoup plus des experts de la gestion de projet, qui savent ce que c'est que d'être PO, qui savent ce que c'est que d'être UX. Et on a toujours évidemment les profils magasins, les profils centrales d'achat, les profils marketing un peu plus historiques qui sont dans le projet. Mais on a fait venir des gens de profils différents qu'on a eu du mal à intégrer au début parce qu'évidemment c'est quand même des mecs bizarres, tous ces gens qui n'ont jamais fait de magasin. Enfin, c'est quand même totalement scandaleux de faire de la distribution sans faire de magasin. Mais en fait, la réalité... Non, mais ça, c'était ce qu'on disait il y a une dizaine d'années. Je pense que ça a vraiment largement progressé. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. Enfin, je vois, parler d'ADO, on a recruté énormément de gens qui viennent de pure player, qui s'intègrent très bien. Est-ce que tu les envoies au magasin au moins pour comprendre la vraie vie? Oui, mais en fait, il y a 10 ans, on les aurait envoyés 6 mois en magasin. Là, on les envoie 15 jours. Et en 15 jours, ok, tu as quand même touché une première partie. Je te plaisante pas. Pourquoi un jour tous les mois? On peut sûrement s'améliorer sur ça. Après, quelqu'un qui dit, moi, je vais aller passer un jour par mois en magasin, je veux dire, enfin, franchement, jamais on le bloquera. C'est ce que je faisais chez France Loisirs il y a 20 ans. Et c'est super formateur. Mais tu as raison.
t'as raison. Mais d'ailleurs, ce que disait Rami hier, quand il disait on va faire des journées découvertes, moi j'ai tellement ri quand il disait, le mec, il se met à la caisse et il dit mais vous allez leur dire là-haut, ils vont entendre. Je dis oui, je les connais bien, vous inquiétez pas. Je trouve ça génial. Alors pour ceux qui étaient hier, c'était le DG de Carrefour France. Super anecdote, Non, effectivement. mais l'anecdote est fantastique. Bon, et vous? Est-ce que vous allez en magasin? Nous, on va en magasin. Alors, j'ai un exemple avec. Parce qu'il faut, Ils viennent faire Et des surtout, courses. faut comprendre leur vie aussi. Nous, quand on y va, c'est en tant que client, à chaque fois surtout. Donc on, Ah oui. on pense vraiment client. Vous avez votre carte maison, j'espère. En fait, Ouais, pour les retours, c'est très pratique. Ben voilà. quand on va chercher à faire de l'omnicanalité, on va en magasin voir les vendeurs, etc. Ça nous est arrivé de travailler sur des systèmes de bornes qui avaient été installés, sur lesquels il y avait de très mauvais résultats. Il a fallu qu'on aille en magasin pour expliquer à nos clients que c'était mal positionné par rapport à l'éclairage du magasin. Donc c'est nous qui Ça, c'est allons, l'UX. c'est champion nous de qui l'UX allons qui vérifier en magasin. Donc oui, on va en magasin et sûrement parfois plus que nos clients, quoi. Mais combien de fois ça arrive que le client ne connaisse pas son propre site internet ou ses propres process et on vient lui expliquer, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça aussi, il y a une part de responsabilité Bon, côté on dit les choses et la vraie vie avec des vrais exemples. C'est Ouais. souvent un sujet de management intermédiaire plus que des équipes. Dans le retail, par définition, tu as des populations jeunes en magasin et tu as un sujet de maturité digitale dans le management intermédiaire. Donc, et à juste titre, tu as des remarques sur le fait que les projets se passent bien. J'ai mené des projets qui marchaient très bien, mais il fallait accepter un écrasement de la hiérarchie sur ces sujets-là, à savoir que les opérationnels experts travaillent en direct avec les magasins et entre les deux, tu as un management intermédiaire qui dit mais non, mais de quel droit, c'est moi, machin, tac, tac. Sauf que sur le sujet, tu le connais pas. Et tes vendeurs et ton directeur de magasin qui a 30 piges et qui le vit sur le terrain, il est beaucoup moins angoissé sur ces sujets que toi, tu l'es. D'accord. Et donc, il y a un sujet interne d'accepter d'écraser complètement l'organisation pour que les Donc là, équipes... c'est de la politique. Et c'est là, C'est pas de la aussi- politique, c'est de la méthode. C'est du management. C'est du là management. aussi où il faut que enfin moi je considère directeur de projet parce que, et le terme je trouve peut être important, soit vraiment fort dans son expérience et dans son entre guillemets pouvoir ou son aura pour qu'effectivement il puisse embarquer, que ce soit pas un problème politique qui revienne de ce côté-là, où trop souvent les arbitrages sont faits par des personnes qui n'ont entre guillemets pas le pouvoir de faire les arbitrages, et c'est là où ça va déraper, ça va prendre du temps. Je fais toujours le parallèle avec le bâtiment, tout le monde dit la rénovation ça prend du temps, mais si vous n'êtes pas là quand il faut décider est-ce qu'on remplace le tuyau parce que ça marchait pas comme on l'avait prévu parce qu'on ne pouvait pas le savoir, l'équipe elle bosse pas pendant 2 heures, elle revient pas pendant 3 jours, et puis à la fin, les 3 jours, plus 3 jours, plus 3 jours, on a perdu du temps. Donc si vous voulez de la réactivité, il faut que dans les projets, au quotidien, il y ait quelqu'un de très capé, qui soit pas juste, entre guillemets, le dernier stagiaire ou junior qui est là, Des parce que c'est le décideurs, seul ouais. qui était disponible, Non. mais le Moi, décideur. Et ça, c'est un vrai enjeu de gouvernance projet, entre guillemets. Moi, je dirais pas capé, je dirais qu'il y a la bonne délégation avec la bonne gouvernance. Et une fois qu'on a écrit la gouvernance et 6 mois après, au moment, en fait, la gouvernance, elle sert quand il y a un clash, quand il y a un problème. Et au moment où il y a le clash, c'est qu'on applique cette gouvernance. Parce que par contre, on a un nombre de cas où on n'applique pas ce qu'on a dit qu'on ferait, et là, ça part sérieusement en vrille. Mais il y a quand même un travers, c'est que souvent dans les projets, on dit il faut que ça soit sponsorisé par le DG. Vous imaginez les DG, ils se retrouvent avec 200 projets en tant que sponsor. Enfin, Il y a un moment où il appuie sur le bouton, quand même, le DG. Donc sponsor, c'est ça aussi. Ça dépend de la taille de la non, boîte. ça dépend de la taille de la boîte. Enfin, Thomas Bourret chez LM France, il n'est pas sponsor de dépend tous de la les taille de projets, c'est boîte, pas possible. évidemment. Enfin, il a 30 000 personnes. Heureusement qu'il y a des niveaux intermédiaires avec suffisamment Oui, de oui. carrure pour dire j'ai la délégation, je le fais, et dans ma délégation, je peux dire c'est toi qui vas décider ce truc-là, et tu sais quoi, en plus, je te fais confiance. Et il y a un sujet d'organisation et de priorisation, c'est-à-dire que, il faut effectivement, si une personne se retrouve à devoir arbitrer sur 10 projets en parallèle, c'est juste pas possible. Donc il faut aussi penser les organisations pour que les projets puissent découler derrière, et effectivement potentiellement aplatir ou laisser le pouvoir. Moi je rêve aujourd'hui avec le no-code, je pense que demain vous pouvez laisser le pouvoir à certains employés en magasin ou même aux clients pour tester des choses. Donnez-leur des budgets, laissez-leur 2-3 API et ils vont s'amuser, ils vont tester des trucs, vous verrez que ça marche, après vous réfléchirez comment le déployer partout. Mais ça existe. Hein. Faut pas alors le débat est un peu effectivement binaire. Il y en a qui écrivent à juste titre. Il y a des projets qui se passent bien. Mais sûr, la main bien au sûr. métier pour décider. Enfin, si on veut du concret. Quand j'ai bossé chez Kiabi, on avait choisi un directeur de magasin qui était un vrai geek et qui était ce que j'appelle les chiants positifs. C'est-à-dire les gens qui, si tu n'avances pas dans son magasin, il le fait lui-même. On l'avait mis dans notre conseil. Et donc lui, son rôle, c'était non pas de faire à notre place, mais c'était est-ce que les sujets que j'adresse font sens pour lui ? Et est-ce que tous les sujets qui émergent du magasin sont traités par nous, côté digital ?
Donc C'est la voie du magasin. cette connexion directe avec ceux qui vont utiliser le produit, elle est vitale. Donc connexion directe avec ceux qui vont utiliser le produit et le vrai pouvoir à celui qui va faire le projet. Voilà. Donc, moi j'appelais ça le syndrome des pages saumon du Figaro, et je ne vais pas citer la boîte, mais j'en ai pas fait 12 000 et je l'ai vécu. C'est le lundi matin, ton chef qui a lu les pages saumon du Figaro et qui te dit regarde, j'ai lu ça, c'est génial, il faudra faire cette techno. Bah oui, mais Ça existe encore et dans beaucoup de boîtes. voilà. Oui, le syndrome du hippo aussi, on dit. Ouais. Highest Space Person. Nous, on en a quelques-uns encore à certains endroits. L'année dernière, on a beaucoup parlé de métaverse. Enfin, il fallait absolument avoir un projet métaverse. Il y a des modes. Il y en a, Ah oui, il y a des modes. On a eu des projets Bitcoin, vraiment, on a eu des projets Allez, improbables. on va citer des prestats. Quand je bosse chez Kiabi, on décide de travailler ça avec va Elastic saigner. Pass. Solution canadienne, on était les seuls en Europe à le présenter. Je suis désolé, à cahier des charges précis, on avait quand même des écarts de budget de 1 à 8. On nous dit, quand même, pourquoi vous allez travailler avec cette solution, personne ne la connaît et compagnie. La mode à l'époque, c'était Ibris. À l'époque, 15 des 20 projets de gros retailers étaient faits par Ibris. C'est bien. Moi, je trouve qu'avec le panel de solutions qui existait, avoir une solution qui emporte autant de marché, ok, elle peut être excellente, mais ça veut dire qu'il y a un phénomène de mode et de réassurance versus vraiment investiguer tout le champ des possibles. Tu veux utiliser la solution que tout le monde utilise parce que tu sais qu'il y aura C'est rassurant. des use cases. Alors, C'est juste parce que si on se plante, c'est pas grave. C'est Oui, ça, en fait. tu vas pas te Faut- faire je veux virer dire, pour avoir si utilisé on se plante alors qu'on l'a fait IBM, comme tout le monde, voilà. ça va. Si on Alors, se plante avec alors, un truc nouveau, c'est plus pour grave. battre notre couple des deux côtés, c'est vrai du côté Presta, c'est vrai du côté annonceur, et je le vis, en changeant de boîte entre un Kiabi, un Auchan et maintenant un Furet Nosoli, c'est pas la même taille de boîte, c'est pas les mêmes problématiques, et si tu arrives avec tes solutions toutes faites d'une boîte à l'autre, tu te plantes. Bien sûr. Voilà. Sauf qu'il y a la tentation de la réassurance et de toujours travailler avec les mêmes. Donc ça aussi, ça joue, des deux côtés. Ouais, Et côté solution, ne pas investiguer, j'arrive avec ma solution clé en main, alors qu'en fait, elle ne s'adapte pas du tout à mon métier. Faut pas faire le choix dans le mauvais sens en fait. Oui. Nous aujourd'hui, l'objectif c'est justement de faire ce cadrage et de bien définir les besoins avant de faire le choix de la solution technique. Arriver avec une solution technique et essayer de tordre le besoin pour essayer de le faire rentrer dedans, ça engendre des surcoûts, ça engendre des L'inverse risques. aussi. Hein. Et là, la faute, elle est partagée, parce Ouais, que les c'est vendeurs ça. de solutions, ils arrivent en disant, regardez, ils font rêver les techs, ton truc fait papa-maman et tout, et toi, tu arrives côté métier, tu leur dis, ok, il fait papa-maman, mais dans le digital, entre ce que les gens annoncent dans les confs, et quand tu poses 2-3 questions basiques en disant tel truc, tel scénario de base, tu sais les faire? Ah non, je sais pas les faire. Mais par contre, je sais faire ça. Mais on s'en fout. C'est quoi les solutions et c'est délicat, je vais pas citer des exemples, mais Si. on en a quand même quelques-unes. quoi. Non, mais Voilà. il y a un truc qui est intéressant, c'est que on ouais. parle du retail comme si c'était un bloc unique et que tout le monde avait les mêmes problèmes, les mêmes besoins. Je peux dire que les parcours clients, quand vous êtes chez Kiabi, chez Leroy Merlin, chez Auchan ou chez Boulanger, donc qui sont quand même des univers, c'est tous du retail. C'est tous, il y a des magasins, il y a des produits, il y a des drainages, il y a des caisses, il y a des machins, il y a des sites web. Dans le site web, il y a un moteur de recherche, il y a une descente de produits, etc. Les parcours, ils sont radicalement différents. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui est en train de faire une cuisine qui va passer 2 mois avant de passer commande avec quelqu'un qui va rentrer dans un Kiabi, acheter 3 t-shirts et en une visite, il a converti. Et donc tous ces projets-là doivent être radicalement. Il n'y a pas un retail, il y en a vraiment plein. Et on rebondit sur une question. L'agilité est une mode? Non, c'est surtout pas une mode. Bah non, pas un instant. Le terme a été galvaudé. Derrière agilité, c'était le bordel. C'est-à-dire, je vais te couper les budgets, mais sois agile, ou tu sais pas trop avancer, mais c'est l'agilité. Si on s'en tient à la formation de l'agile, c'est on arrête les cahiers des charges hyper finis, on arrête d'avoir des templates dans tous les sens. Par contre, on est très très clair sur la cible finale à quel résultat on va arriver, et on écrit des choses très définies avec des sprints, plus ou moins les boîtes et compagnie. Et donc il faut être agile, et je suis désolé, c'est mon expérience, au plus on allait vers le back-office, donc vers des choses extrêmement structurantes, au moins les boîtes étaient agiles. Et quand je dis les boîtes, c'est pas le retailer, c'est les solutions. C'est beaucoup plus facile d'être agile, en tout cas dans mon expérience, sur le front que sur le Bien back-office. sûr, bien Voilà. sûr. Or, il y a des beaux exemples d'agilité à tous les niveaux. J'ai visité une boîte en Angleterre que je ne nommerai pas, qui avait adopté le mode agile, y compris dans son marketing, y Absolument. compris dans la construction des boîtes. Et on l'avait visité ensemble, cette Et boîte. ouais. Donc un mur de post-it sur tout. Donc l'agile, et même moi maintenant, arrivant dans une PME ETI, c'est le nerf de la guerre. Par contre, il faut qu'on soit très très clair sur la cible. Le projet, est-ce qu'il est guidé par la temporalité, par le fric ou par le résultat? C'est pas binaire, mais à un moment, il faut quand même le dire. Mais il ne faut pas que ça soit les trois. Il ne faut pas que ce soit les trois. Enfin, il y a des curseurs. Ouais, tu peux Et pas à tout 3 demander. mois, où est-ce qu'on veut aller? Mais on ne peut plus
les projets macro hyper écrits avec des architectes qui passent 1 an pour écrire le truc, ça, il faut le refuser, et annonceur et côté retailer, des deux côtés. Aujourd'hui, c'est super compliqué de faire de l'agile pour les agences parce qu'on nous demande de faire de l'agile, mais avec un budget contraint, avec des dates et un cahier des charges défini. Donc ça s'appelle pas de l'agilité. Et sous couvert d'agilité, on nous fait passer plutôt des changements de périmètre en nous disant mais oui, vous c'est n'êtes ça. pas agile, on a dit qu'on va faire une autre fonctionnalité en fait. Et c'est exactement pour ça. L'agilité, c'est très rigoureux, ça c'est clair. Et je pense que on l'oublie, les- on se plante. les dirigeants de boîte, alors pareil, je vais mettre les pieds au lieu de les former à faire du code, ce que j'ai trouvé très démago, quand on est... C'était marrant. Oui, c'était marrant, mais voilà, on peut être Ouais. très bon sans savoir coder. Je pense qu'il aurait fallu former tout le monde à ce que c'est vraiment que d'être agile. Les basiques d'une méthode agile, c'est applicable pour tout le monde. Coder, ok, enfin, on peut diriger un truc sans, Alors ça savoir existe, coder. mais pas ici. J'étais non, mais formé à l'agilité chez Mais- Marks Spencer. Tous les cadres étaient formés à l'agile. C'est Voilà, une bonne pratique. Il faut Une peut-être très bonne pratique. l'importer. L'usage et la cible. Hein. Enfin, moi, je dis dans la vie, on est tous agiles. Enfin, quand on quitte papa et maman, on vise pas tous la maison avec piscine, avec la salle de sport et autres. On commence par le studio, le lavomatique à côté et tout le truc. Et puis, on rajoute brique par brique. Donc, si je vous demande de construire la maison de vos rêves dès la sortie du cocon familial, c'est foutu. Donc, dans les projets, c'est exactement la même chose, sauf qu'on veut, en un claquement de doigts, vite, complet et pas cher. Donc, ça marche pas. Côté retailer, j'aimerais bien revenir sur la première question, comme ça on va peut-être les dérouler. Comment font les retailers pour faire le tri entre les solutions Presta qui utilisent tous les mêmes mots-clés sans être tentés d'aller au moins cher? Vous avez une méthodologie ou une manière de travailler là-dessus? Moi, c'est assez génial parce que ça me... Il y a quand même un truc, d'abord, je trouve qu'il y a progressivement une uniformisation d'un paquet de solutions. Il y a eu, il y a 7-8 ans, énormément d'innovations technologiques un peu partout, et puis c'est en train de converger vers finalement des grosses CDP. Tout le monde essaie d'atteindre et de devenir une CDP, et elles font quasiment toutes la même chose, donc c'est vachement dur de se différencier. Donc, et en général, j'arrive toujours, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a de mieux? Elle est meilleure, c'est tout. Bon, alors ça ne va pas être simple. Et en général, ils sont toujours à nous donner une stat qui dit oui, mais alors, on l'a installé là et ça a fait 30% de plus sur ce KPI-là. 30% plus de add to cart ou 30% de plus de machin. Bon, et évidemment, aucune notion du contexte dans lequel était la boîte quand elle a fait ça. Mais le 30%, il revient très régulièrement. C'est un chiffre, vous regarderez un petit peu sur tous les totems qu'il peut y avoir à l'extérieur, il revient assez souvent. Ça marche bien. Ça marche très très bien, C'est parce que ça marque. C'est le minimum Voilà. pour convaincre. Mais c'est jamais 30% de chiffre d'affaires en plus. Hein. Ou de résultats. En tout cas, encore mieux, ouais. c'est une excellente question parce que plus je vieillis dans le digital, ces dernières années, moi j'arrive à comprendre parfois les approches commerciales des prestataires, où effectivement l'offre de service elle est quand même difficile à comprendre. Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne sur votre stratégie digitale, sur votre transformation? And so what? C'est un peu large. Donc comment s'en sortir? C'est en posant quelques questions très straight sur un ou deux scénarios pour voir tout de suite si c'est du bullshit ou s'il y a quand même du détail. Et après, je pense, mais ça c'est avec toute la subjectivité de chacun, je pense qu'il faut avoir une religion, non pas dans le choix des prestataires, mais encore une fois adaptée à la boîte dans laquelle on travaille. C'est est-ce qu'on est plutôt digital native, est-ce qu'on veut plutôt du développement soi-même? Est-ce qu'on est très clair sur qu'est-ce qui est corps métier, qu'est-ce qu'on délègue? Est-ce qu'on achète sur étagère? Est-ce qu'on achète du SaaS qu'on fait évoluer? Est-ce qu'on est best of breed? Moi, par religion, je me méfie beaucoup des solutions qui font papa-maman et qui font tout, Bien et je sûr. préfère acheter des gens par briques. Mais ça, c'est... Donc si t'as Donc pas tu es une... pour le composable. On a parlé Je de préfère le composable. Mais si tu n'as pas cette religion-là, pour faire le tri dans les solutions, c'est difficile. Et pour faire de l'agile, c'est quasi impossible. Enfin, si on prend la solution qui fait papa-maman et qu'on veut Ça marche pas. entrer en agile, par défaut, ça ne marchera pas. Donc, Et ça, je peux en témoigner que tu as des budgets très importants, comme j'ai commis dans le passé, ou des budgets d'une ETI, ça s'adapte à tous les budgets. Le composable, c'est quand même... voilà. S'enquiller dans une solution qui va te dire je fais tout, qui est omnicanal. Moi déjà, la solution qui se dit omnicanal, ça me file j'ai les poils qui se hérissent. Ça veut rien dire. Je pense qu'il faut être très clair C'est un d'entrée sur buzzword, voilà, qu'est-ce on a que parlé des buzzwords. qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je fais moi-même. Ah, Make or buy est quand même super clé. Il faut être très très clair là-dessus. J'ai quand même vu des gens à un moment qui me disaient on va redévelopper un outil d'avis produit. Ah. Là, on en vient au Bon. débat sur le côté tech retailer. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez devenir des tech ou est-ce que vous restez dans votre position de retailer? Qu'est-ce que vous construisez pour vous? Qu'est-ce que vous allez potentiellement licencier même à des tiers? On voit, il y a quelqu'un de chez Decathlon qui est peut-être parmi nous dans la salle, qui s'occupe justement de vendre des technos made in Decathlon
à d'autres retailers, y compris hors de la famille. C'est quand même intéressant comme notion. Et ça, Il faut une belle maturité pour faire ça déjà. Il faut déjà être bien solide sur ses fondamentaux quand même. Est-ce qu'on a vocation à devenir des tech compagnies? Alors, je vais pas, là, je vais pas Regardez m'exprimer- Walmart. je vais pas m'exprimer en Adeo. C'est leur mot d'ordre pour aller à l'encontre d'Amazon. Ils ont dit on va devenir un tech retailer. Non, mais il faut avoir une culture tech très forte Regardez Ocado. et le maîtriser. Ocado, Non, mais Ocado, ils ont licencié leur technologie et en fait, finalement, leurs opérations sont une démo de ce que peut faire la techno qu'ils essayent de vendre ailleurs. Donc en fait, d'entrée, ils voulaient être une tech compagnie Voilà. et en fait valoriser comme une tech compagnie. Tout à fait. Mais quand tu es un retailer historique, Walmart. est-ce qu'on a vocation à devenir un vendeur de tech et que l'essentiel de la valeur créée soit de la tech et que finalement le retail devient juste un prétexte qui a T'as un permis de retailer financer? que je sais ne pas citerai dire aujourd'hui. pas puisque c'est celui qu'on ne nomme pas. Il vendait des livres en ligne et il est devenu une plateforme de cloud. Voilà. Oui, mais- Donc, derrière cet exemple qui pèse X milliards, quand tu es une boîte de quelques dizaines de millions d'euros comme nous, on va revenir à des choses plus modestes. Alors, le format se prête à de la faille, donc c'est où? Moi, j'ai plutôt envie de parler de et. Donc, personne, enfin, si, à part Amazon peut le dire, quelques boîtes peuvent le dire. Il fallait pas dire le nom. Non, mais on s'en fout. Ouais. Oui. Dire je veux devenir une boîte de tech, encore une fois, ça dépend sur quelle partie du métier. Donc si vous voulez du congrès, et j'en parle d'autant plus facilement que c'est pas moi, et c'est Pierre qui l'a monté et qui l'a fait chez nous, on est des libraires, des artisans sur certaines parties du métier, on n'a pas vocation à être tech sur le front, par contre sur la data produit, là. sur la data du livre, ça c'est corps métier. Pour vous dire des choses, on est prestataire d'Amazon qui nous loue la base de données sur le livre, parce qu'ils ont estimé qu'on avait la plus belle base francophone en livre. Et là, je trouve dans mes vies passées que confier la data c'est fort. à des tiers, ça c'est une folie pure. Et je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu, pas chez Kiabi, parce que Patrick Mullier avait les idées très claires là-dessus, mais dans d'autres vies en disant on va confier notre fichier client ou notre data à des tiers, ça non. Donc, Et particulièrement les GAFAM. dans mon métier, on doit être N'est-ce pas tech, on doit être tech sur la data. On doit sans doute être tech sur d'autres choses. Et puis après, sur faire un site internet ou monter un ERP, on est basique. Enfin, nos besoins sont basiques. Voilà. Par contre, si on se parle de culture, la vraie essence de la culture, c'est la donnée. Et donc, je trouve que, alors là, pour le coup, dans tous les métiers, confier son contenu à des tiers et ne pas être tech sur cette partie-là et ne pas vouloir comprendre, ça, c'est dangereux. D'accord. Donc je ne dirais pas je suis tech ou pas tech, je suis tech sur certains endroits et j'assume d'être complètement prestataire là où il y a des gens meilleurs que moi sur d'autres. Et côté agence, du coup, on a eu le retour sur les techs, le choix des techs, des prestats. Vous avez aussi votre mot à dire, vous avez une influence, parce qu'in fine, c'est vous qui allez intégrer ces solutions. Comment vous le voyez, ça? Nous, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, hein, le choix technologique, ça vient après l'usage. Moi, je dis toujours, l'intendance suivra. La tech, elle s'adaptera et elle doit s'adapter aux besoins et à l'usage. Donc ça vient bien après. Par contre, effectivement, quand on nous met la tech dès le cahier des charges, quand on nous impose des accords, parce qu'il y a eu des solutions qui ont été décidées au-dessus, parce que, ouais, en fait, j'ai le budget, c'est ça, parce que tel tech fonctionne à tel prix. Bah, en fait, non, c'est pas exactement la même chose. Donc, c'est un peu le mélange des genres parfois, où effectivement, ça coûte autant. Non, c'était à partir d'eux, et puis c'était pas pour faire ce dont tu avais besoin, quoi. Ouais, et puis il y a aussi le syndrome dont on parlait tout à l'heure. Hein. J'ai lu un article, du coup, est-ce qu'au final on peut faire sur le même budget quelque chose en headless? On va y réfléchir, mais Le sur le même headless. budget, ça va être compliqué. Enfin, on a le choix technologique. Enfin, vraiment, c'est. Je vais pas dire que c'est secondaire parce que c'est important aussi, mais c'est pas le cœur du truc. Après, nous, on a du mal à avoir du coup la vision claire, la vision d'entreprise, la stratégie d'entreprise. Enfin, là, tout à l'heure, tu disais la data chez nous, on la garde, etc. Nous, on peut apprendre ça au cours d'un projet, par exemple. Donc, le projet est déjà lancé D'accord. Donc, et les la changements de cap, stratégie n'avait pas été partagée. Et au final, c'est quelque chose qui vient se greffer à un projet qui est déjà en route, quoi. Ouais, mais je pense que ça doit faire partie du questionnement que vous devez avoir en début de projet. Ça doit faire partie de la phase découverte. Alors sur un projet à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, évidemment, c'est dur, mais sur des projets plus ambitieux que ça, Ça, c'est parce que il y a un tu t'es moment, vous devez avoir. bourgeoisé. Des projets à 10 000 euros dans une ETI, c'est important.
Oui, mais pour l'agence elle-même, le temps qu'elle va y passer. Mais c'est sûr que Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, mais il faut trouver les bons interlocuteurs. Enfin, tout à l'heure, on parlait du métier, etc. Nous, on a une grosse phase de découverte métier, justement pour essayer de comprendre un peu tous les enjeux, de voir les liens de voir les liens en interne au sein de l'organisation, pour essayer de voir comment les équipes travaillent entre elles, comment le terrain intervient là-dedans, quelle connaissance vous avez de vos utilisateurs, quel service à connaissance de la vision stratégique de l'entreprise, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Et des fois, on leur apprend des choses sur leur entreprise. Oui, ça arrive, ça. Vous acceptez ça? Chez nous, c'est plutôt bien partagé, mais je reconnais que dans d'autres univers, j'avais le souvenir un jour d'une table ronde avec un grand électricien français à qui je parlais un petit peu, nous, de la manière dont on exposait la stratégie à l'ensemble de l'entreprise. Nous, on a des process vision qui embarquent l'ensemble de l'entreprise, et c'est assez incroyable. Et le mec me répond, il me dit, mais chez nous, ça ne peut pas marcher. Au niveau N-4 ou N-5 par rapport au DG, ils n'ont aucune connaissance et conscience, et d'ailleurs, ça ne les intéresse pas, la stratégie de l'entreprise. Je dis, bon, quand tu démarres comme ça, effectivement, ça va être compliqué, mon gars. Mais oui, ça c'est une catastrophe. Enfin, ça fait partie des problématiques projet. Hein. Nous, on peut le percevoir comme il y a un changement de périmètre ou ce genre de choses, et des fois, c'est juste des problèmes de communication en interne chez nos clients qui vont rajouter une complexité incroyable à un projet qu'on pensait cadré, et sous couvert d'agilité. Du coup, on est dans l'obligation de modifier les choses, quoi. Et ça, vous l'aurez dans une boîte de distribution, c'est forcément une boîte décentralisée, très très décentralisée, où en plus, pour beaucoup, de plus en plus, l'autonomie locale, la subsidiarité est vraiment travaillée. Donc, quand il y a ça, il y a forcément des problèmes de com. Vous créez des problèmes de com, donc on essaie toujours de les compenser, mais ça fera toujours partie de ce métier-là. Donc, c'est un moment, il faut, vous, agence, mais éditeur, le preniez en compte parce que ça fait partie de ce métier-là. Une boîte industrielle très processée, je ne vais pas dire c'est plus facile, ils ont d'autres problèmes à gérer, mais il y aura moins ce sujet-là. Dans le retail, vous l'aurez toujours. Les mecs, ils sont sur plein de sites. Nous, on gère 2000 sites dans le monde. Donc vous avez toujours des tas d'endroits où l'info, elle n'est pas passée, ça arrive toujours. Ça, il faut le prendre en compte aussi dans le calibrage et dans le budget, dans l'organisation. C'est du temps, c'est une personne. Sûr. Alors là-dessus, la marge, elle est à 0 sur la personne. Donc c'est encore plus petit. Donc on ne peut pas, et c'est pas scalable. Donc le temps côté retailer, moi je vous pose la question à vous. Pourquoi est-ce qu'au moment du cadrage du projet, vous imposez pas vos conditions, on veut telle personne sur le projet, et vous nous le mettez par écrit et on signe ensemble? On le fait. On le fait. Mais alors, on le fait. En fait, grosso modo, la fenêtre de tir où on peut le plus rediscuter, c'est après la signature, juste avant le démarrage du projet. Et là, effectivement, il faut poser vos conditions. C'est là qu'on pose les conditions, qu'on ralentit un peu le démarrage, qu'on impose des personnes autour de la table et qu'on essaye de rabattre un peu les cartes parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si on le fait avant, on signe pas. Et voilà. Après, on est dans le... Bah oui, voilà, mais si vous le faites avant, vous ne signez pas, mais c'est peut-être bien pour vous, parce que après, ça part en... Il y a un vrai sujet aussi. Hein. Enfin, tout à l'heure, on parlait de cadrage, d'avant-projet, etc. Il y a quand même beaucoup de cas où on ne fait pas appel à nous sur les parties cadrage. Enfin, le retailer n'est pas prêt à mettre de l'argent pour cadrer son projet. Alors, en fait, il pense l'avoir bien fait tout seul. Il pense l'avoir bien fait tout seul. Très clairement, c'est ça. Ce qu'on préconise aujourd'hui, tout ça, c'est d'investir un petit peu dans le cadrage et justement d'enclencher cette discussion avec le métier, avec la tech, chez le client et chez l'agence. En gros, quelque chose de multi-expertise où on va aller creuser tout ça et on va définir les choses ensemble. Tout le monde est au même niveau d'information, mais ça coûte de l'argent. Mais par contre, à la fin, on est tous alignés, on sait vers quoi on va, on a un cahier des charges, on a une roadmap, et on sait que justement on ne va pas commencer par la maison de nos rêves, mais par le studio près du Lavomatic. On sait que c'est ce qui va avoir le plus de ROI, et ça nous permet de partir dans le projet de manière saine, et où tout le monde est au même niveau. Et là, c'est peut-être 20% du budget, ce qui paraît énorme pour un retailer au démarrage, et c'est 80% de la valeur. Et même en interne, j'ai moi voulu choquer un peu une fois en montrant la valeur, parce qu'on développe en tech en disant, en fait,
plus important, c'est avant de démarrer à faire la tech. Le plus important, c'est tout ce qui est en amont, effectivement. Et aujourd'hui, on se dit que non, on veut démarrer le plus vite possible parce qu'il faut montrer que le projet démarre, parce que ça a été signé, mais il pourrait peut-être s'arrêter. Hein. Donc au moins, s'il est démarré, il est plus... On pourrait faire un petit Ouais. débat sur l'époque, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que Peut-être, c'est intéressant ouais. d'ailleurs, Alors, le il y a sujet deux- d'époque. deux- deux, Mais on va trois prendre choses. quelques questions. Hein, Alors, avant d'aller dans le troisième round, j'ai vu pas mal de questions. Là, il faut Alors, pas vous trop- savez que vous pouvez voter sur les questions pour qu'elles remontent en haut de la Faut- liste et on prendra les plus votées. il Ça, faut c'est- pas tout prendre au premier Il y en a un degré. qui Il n'y a a mis, pas il avait d'opposition. faim. Vous le verrez dans la conclusion. Ici, on s'amuse, bien entendu. Alors, Donc, faut pas. il y a la des question personnes 2, qui là, prennent si au on peut premier monter degré. sur scène, distribuer des baffes, la réponse est oui, mais pas les arbitres. Et pas au premier degré non y a- plus. Il y a pas mal de questions qui tournaient Et nous, autour on est du équipés, top hein. 3. Donc je vous propose, avant de passer au troisième round, l'après-projet, de faire un rapide tour de table. Si vous pouvez lister une, deux, trois raisons pour lesquelles les projets sont Voilà, votre échouent ou alors top 3 réussissent. de part et d'autre. Alors, retailer. Bah, ça va aller dans le sens des garçons de l'autre côté, le mauvais casting. Donc casting chef de projet, casting sponsor, un prestataire pas adapté à son besoin. J'étais assez d'accord sur le fait de dire c'est pas la solution qui guide, mais par contre il faut choisir une solution adaptée à la taille de sa boîte. Si tu es trop petit et que la roadmap de la boîte de toute façon ne bougera jamais, voilà, donc il faut quand même choisir une entreprise là-dessus. Et il faut, le troisième truc, c'est être très très clair sur la stratégie, les questions stratégiques de la gouvernance des projets en amont. Et savoir. Et ça rejoint la question sur pourquoi il y a des burn-out chez le chef de projet. C'est que souvent le chef de projet se retrouve avec des sujets beaucoup trop gros. C'est Atlas en fait. Il se retrouve avec des sujets beaucoup trop gros et beaucoup trop politiques pour lui. Ton top 3 des échecs. En fait, je vais abandonner mon top 1. Ça va faire plaisir à Cédric parce qu'il l'a cité hier assez abondamment. C'est la dimension change. Le change, Le change. la culture du changement. Oui. Tu refonds un outil de gestion de points de vente et qui vise notamment à transformer la manière dont tu gères ta vente en magasin ou ta vente en ligne. Etc. Enfin, en ligne, à la limite, c'est plus centralisé, mais en magasin, tu dois quand même embarquer une boîte où tu as 1000, 5000, 10 000, 30 000 vendeurs. Tu vas avoir absolument tout le monde qui va t'expliquer que oui, bien sûr, il faut changer l'outil, mais il faut surtout que l'outil il reprenne bien les process tels qu'on les a aujourd'hui, parce que quand même, on bosse bien comme ça. La réalité, c'est quand tu changes d'outil, normalement, c'est quand même tu vises à changer quelque chose, à optimiser, etc., à faire un certain nombre de transformations. Qu'en général, l'outil que tu as choisi, il permet de gérer le process de demain, et que tu dois quand même amener toute une entreprise très décentralisée à transformer ça. Il y a un truc qui était extraordinaire, c'était les systèmes de réappro. Historiquement, dans tous nos magasins, il y avait des gens qui passaient dans les stocks, ils disaient il me faut ça, il me faut ça, il m'en faut 10 de ça, il m'en faut 20 de ça. Puis tu mets la machine, et la machine, elle te fait le calcul. Et bizarrement, la machine, quand elle est correctement calibrée, en fait, elle le fait plus vite et mieux que toi. Et on avait toujours des gens, et moi je parle de ça de plusieurs vies, parce que j'ai souvent été confronté à ça, qui repassent, ah oui, non, mais là, elle s'est trompée. En fait, il en faut 12 au lieu de 10. Et donc, ils changent le résultat, mais ils ne changent pas le paramètre qui est permis d'arriver au... Et effectivement, il en fallait 12 au lieu de 10. Et en fait, une remise en question permanente est faite. Il faut former, accompagner, expliquer pourquoi ça change. En général, quand vous arrivez à faire ça, au bout d'un moment, les mecs, ils ne regardent même plus le calcul, ils le laissent faire et ils s'occupent d'autre chose. Nous, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est rendre les gens disponibles à la vente et donc ne plus faire ces tâches de back-office que la machine fait mieux. Mais ça, l'énergie qu'il faut y mettre, moi, le 50-50 qu'a cité Cédric, il me va très très bien. Mais celui-là... Alors, c'est 50-50, rappelle-nous, c'est quoi les deux 50 exactement? Bah, le 50 change et le 50 tech. Je crois que c'est à peu près ça qu'il avait cité. J'ai pris le slide en photo en me disant tiens, celui-là, je vais m'en servir demain. Et je pense que ça, c'est vraiment le point clé. La techno, on arrivera toujours à lui faire ce qu'on veut. Mais si tu reproduis dans une nouvelle techno des complexités du passé, en fait, tu n'as rien gagné. Bah, évidemment. Ok, donc il faut changer les process métiers, si tu veux. Oui, et les mentalités par rapport à ça. Moi, sur deux types d'échecs, je vais en donner, c'est un vécu en tant que client et un dans une précédente expérience, donc je ne vais pas trop en dire pour pas... mais où on se retrouve sur des outils digitaux en point de vente à faire du change entre guillemets a posteriori pour former les vendeurs à utiliser les outils digitaux. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte, les premières sessions que j'ai faites, je dis mais on a écouté les vendeurs, ah c'est un tel que... En fait, rien. En 2 semaines de formation, j'avais un backlog prêt pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de payer la formation. Mais payer plus l'outil, c'était
l'outil, le pré-cadrage entre guillemets, la définition du besoin, c'était pas possible. En revanche, c'était devenu acceptable après dans les budgets parce que c'était pas les mêmes budgets. On en revient sur des histoires de silos, de former les vendeurs de ce côté-là. Et tout à l'heure, on parlait du côté front et client. Je vais pas citer pareil, j'ai pas envie de me faire d'ennemis dans la région, mais je suis fasciné quand je vois des vendeurs à qui je dis ouais, je cherche ça, je le trouve pas sur le site. Il va chercher sur son ordinateur magasin, il trouve pas, il sort son smartphone, je vois qu'il va sur le même site que moi. Je dis oh, donc son ordinateur marchait pas. Et derrière, il finit par le trouver. Je dis mais comment vous avez fait? Ah ouais, mais j'ai marqué tel code, je savais qu'il fallait faire ça. Ok, donc en fait, le mec, pour trouver l'objet dont moi j'avais besoin, c'était pas son ordinateur employé entre guillemets qui était performant, c'était le côté client qui était meilleur. Déjà, c'est bien pour moi en tant que client, mais par contre, il fallait quand même le trick, ce que j'avais pas. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est les applis vendeurs qui sont moins bonnes que les applis clients. Ok. J'ai quelques idées d'enseignes où ça arrive. Je voulais pas le dire. Vas-y, terminons le tour de table Ça sur les s'appelle raisons Valère, principales ouais. de l'échec. Sur les échecs, moi, on est souvent confronté aux fantômes du passé. Que ce soit ça fonctionnait très bien comme ça et aujourd'hui c'est compliqué, que ce soit ça s'est mal passé avec notre prestataire et du coup on veut quelque chose qui nous rend complètement autonome. Enfin, on a eu des cas où parce que l'ancien prestataire du client mettait 6 mois à faire une modification sur du contenu froid, le retailer voulait du CMS sur tout son site et pouvoir modifier tous les contenus, tout le temps, n'importe quand. En termes de ROI, c'est naze et ça va servir à rien. Donc il faut s'affranchir des problématiques que vous avez pu rencontrer pour vous libérer un petit peu et vous orienter vraiment ROI, orienter sur de la valeur, que ce soit de la valeur business ou de la valeur utilisateur. Qualifiez votre valeur business, regardez là où vous allez augmenter votre trafic, où vous allez augmenter votre revenu, votre panier moyen, etc. Et qualifiez votre valeur utilisateur, ce qui est attendu par vos utilisateurs, ce dont vos utilisateurs ont besoin. Et c'est en faisant le résultat de ces deux valorisations que vous aurez quelque chose. Du coup, laissez tomber les a priori, avant c'était mieux, si on a déjà essayé comme ça et ça ne fonctionne pas, remettez tout à plat et repartez de la valeur, de la donnée, c'est tout. Et du client. Et repartez d'une feuille blanche et n'ayez pas peur qu'il y ait moins de fonctionnalités. Ça ne veut pas dire que ça marchera moins bien, mais ça c'est la grosse crainte. On va en faire moins, ça va moins bien marcher. Bah, en fait, non. Deuxième cas d'échec, c'est faire un replatforming. Ça fait 15 ans que vous n'avez pas touché que vous faites évoluer votre site internet. Vous voulez faire un replatforming à ISO fonctionnel. Donc vous voulez qu'en un an, on mette 15 ans de développement sur la table. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Ouais. On a le temps de redonner un exemple pour rebondir sur ce que vous dites et rendre les choses un peu plus concrètes. Quand je travaillais chez 3 Suisses, c'était le cauchemar de la VAD, c'est-à-dire des règles commerciales tellement complexes que moi, j'étais métier dans les choix de solutions de mécanique commerciale, de moteurs commerciaux, et les gars arrivaient, tous les prestataires disaient non mais tel scénario, je l'ai pas. Et donc on me disait non mais il faut trouver une solution qui rentre dedans, sauf que c'est juste la VAD de l'époque qui appliquait des scénarios commerciaux qui étaient juste plus le sens du commerce, quoi. Donc tu changes ou c'est la solution qui doit changer. Et à la fin, tu arrives à une espèce de cauchemar effectivement de solution, la reproduction stricto sensu du passé et de l'existant. Mais il y a eu des modes aussi. On nous a nourris sur le fait que c'était pas la solution qui devait changer ton orga, c'était la solution qui devait s'adapter à ton orga. Exactement. Je pense que la vérité, c'est un peu les deux, en fait. Donc ça, c'est très vrai. Alors, on va passer au 3e round. Et dernier round, on a vu l'avant-projet, on a vu le projet, on va voir l'après-projet maintenant. Il y a beaucoup de questions autour des ressources humaines, on va en parler. Et justement, la question sur l'après-projet, c'est... on pense souvent qu'après le projet, quand la solution est déployée, c'est fini. Et c'est pas vrai du tout. C'est là que les choses commencent, les choses sérieuses commencent, et on voit si le projet tient la route. Et on parle que rarement de l'importance des ressources humaines dans cette phase de run. Donc on va reprendre les questions qui sont là. D'abord, est-ce que vous avez déjà anticipé l'utilisation des plateformes, l'utilisation des outils une fois qu'ils seront en mode run, côté retailer? Et vous, est-ce que vous avez fait en sorte que ce que vous avez livré soit durable
parce qu'on voit beaucoup de projets où la solution elle est superbe, elle sort, personne l'utilise au bout d'un certain temps, et à un moment, il y a un gars à la finance qui dit c'est quoi cette ligne à 100 000 et qui vire la ligne et personne ne réclame. Donc, et ça, c'est un problème pour les techs, parce qu'il faut que vous utilisiez les solutions côté retail pour qu'elles durent, mais il faut des gens pour ça. Alors, c'est quoi vos réponses là-dessus? C'est dans les commentaires de la conduite du changement. Non, mais je veux dire en staffing, vous avez anticipé qui, combien voilà, alors, c'est nous, pareil on le fait, côté retailer, enfin. Non, alors moi, c'est pas l'expérience que j'ai. On développe régulièrement des nouvelles features, des nouveaux outils, des nouvelles offres, des machins. On a un léger problème, c'est qu'on décommissionne peu. Donc on a un vrai empilage de solutions avec des gens qui les gèrent, hein, donc ça donne un empilage de coûts. Il y a une personne par techno qui est nommée comme le key user. Il y a toujours, et ça c'est plutôt, enfin côté ADO, plutôt bien documenté, et le mapping de l'organisation, alors c'est améliorable, mais par rapport à ce que c'était il y a quelques années, ça s'est vachement amélioré, et il y a des gens pour, et suffisamment, probablement pas, mais il y a toujours un nom derrière chaque solution. Après, est-ce que c'est beaucoup utilisé? Est-ce que les nouvelles sont beaucoup utilisées? Est-ce que les anciennes se réduisent? On décrit souvent ADO comme une entreprise du « et », c'est-à-dire on arbitre assez peu, on choisit assez peu, on décommissionne trop peu. On a commencé à le faire, mais c'est un petit peu comme la loi française. Hein. L'Assemblée nationale, paraît-il, doit retirer des lois, et on voit bien que ça ne se fait pas et qu'on a un empilage assez dingue. On a du mal à faire ces arbitrages-là, ça faut le reconnaître, et il y a des choses qui coexistent, qui cohabitent. Et tu vas traîner dans les endroits, tu dis, vous utilisez toujours ce truc-là, mais il y a le nouveau truc là. Ah bon? Oui, peut-être. Et par contre, à d'autres endroits, c'est très utilisé. Donc on n'est pas bon à ça. Mais on a toujours un nom derrière chaque outil. Peut-être pas avec assez de moyens pour le run, peut-être pas, mais il y a toujours un nom. On va enfoncer des portes ouvertes, mais deux travers que tu as évoqués. Si le métier n'est pas engagé en amont, l'appropriation de la solution, elle ne se fera pas. Donc, par contre, si l'outil répond à un vrai besoin et a été travaillé par le métier, je ne dis pas développé, mais travaillé par le métier, il sera exploité. Le deuxième, c'est pareil, c'est délicat d'illustrer, mais je l'ai vécu. C'est une solution qui est intéressée par vendre, mais pas du tout par suivre. Et donc, c'est là où l'importance de rapport de force, mais pas dans le conflit, mais de taille de boîte, entre toi et la solution est importante. Ouais. C'est que, je vais donner l'exemple, donc vous douterez que c'était chez Kiabi, mais le fournisseur, je ne vais pas le donner. On lui explique mais vraiment très souvent, que la difficulté du textile, c'est d'aller jusqu'au SKU, et que le coloris est une référence. Il nous dit oui, pas de problème, on va le développer. Donc on commence le projet, on l'implémente, et puis il nous dit dans 3 mois, on va le faire, et puis ça dure. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il devient très gros. Donc son petit client français, dans sa roadmap, il s'encarre. Il va plutôt vers d'autres métiers que le nôtre. Enfin, le coloris, c'est pas juste français, tu as des coloris. Non, c'est pas juste français, mais il n'avait quasiment que nous comme client textile à l'époque. Ah, oui. Il était dans d'autres métiers où la notion de coloris est moins importante. C'est un micro-marché pour lui. Et donc c'est là. Donc on avait choisi une solution qui était très bien en termes de développement d'omnicanalité, mais qui était moins adaptée à notre industrie. Et donc, je pense que la capacité à influer sur la roadmap du prestataire, sur la suite, est hyper, hyper importante. Mais si tu n'as pas ce pouvoir-là, tu es mort. Parce que, en fait... Donc, c'est un rapport de force, de taille. Tu dis, voilà, je suis très gros. Ou d'humain. Quand tu as un DG sur une grosse solution de paiement qui, justement, te chante pas la messe et te dit là-dessus, je suis pas encore nickel, mais je serai nickel, et tu sais que tu as la connexion avec le DG, pourtant on n'était pas les plus gros. Après, on sait qu'on va travailler avec lui sur des choses, si on peut lui servir de key user. Mais si après, tu n'es plus écouté, parce que le plus gros de la facturation est faite, c'est après le suivi des projets, voilà. Donc, vous faites des promesses que vous savez pas tenir. J'abonde dans ton sens sur le fait, le rapport de force et le change, c'est pas a posteriori, c'est avant pour embarquer, et c'est pas de fausses promesses. Pas de fausses promesses côté tech, ok, mais pas de fausses promesses côté client pour vis-à-vis de ses collaborateurs. Parce que quand on leur dit, vous inquiétez pas, le truc va arriver, ça va être simple, vous allez tout avoir du jour au lendemain. En fait, le change, ça serait aussi d'expliquer à ses collaborateurs, quand il y a un changement de solution, ça va se faire step by step. Ouais, ça va vous embêter, comme quand vous avez changé de téléphone la dernière fois à titre perso.
et à titre pro, il va falloir aussi vous accepter de changer de ce côté-là. Ouais. Et moi, je Ouais. pense que le vrai sujet de change, on a tendance à dire, ok, on fait du change une fois qu'on a la solution, alors qu'il faut penser le change Non, c'est- from day one, quoi, même avant. Et là-dessus, il faut faire du management des attentes aussi. Hein. Si vous dites tout sera incroyable, vous aurez tout, etc., vous avez beau faire la meilleure solution fonctionnelle, les gens vont être déçus. Ils s'attendaient à autre chose parce qu'ils auront imaginé autre chose. Et donc le management des attentes, on dit la même chose depuis tout à l'heure, hein, mais ils participent au cadrage, du coup ils savent à quoi s'attendre, ils comprennent les problématiques, donc ils savent à quoi s'attendre. Ils savent qu'on va faire de la construction à partir d'un MVP et qu'on va faire de l'amélioration continue, donc ils savent qu'ils n'auront pas tout dès le départ. Ça, c'est super important. Et on parle de MVP, on parle beaucoup de produits minimum viables pour sortir quelque chose. Une fois que c'est en run, le produit, il n'est pas fini. Ouais, donc on est Donc toujours dans le MPV. il y a en run. aussi de l'amélioration à faire, et l'amélioration, ça passe pas que par de la TMA. Faire de l'évolution, nous on voit bien vers quoi le marché tend aujourd'hui. On va arrêter les grosses refontes, on va faire de l'évolution continue, de l'amélioration continue. Donc il faut aussi avoir en tête que la TMA, elle sera plus chère parce que c'est de la TMA évolutive. Corrective, ouais, On n'est plus plus que sur de la corrective. TMA corrective. Ouais, c'est ça. On va continuer à développer les fonctionnalités dont on a parlé. On va sortir de juste, on balance des fonctionnalités en MVP et on les laisse tomber parce qu'il y a des nouveaux besoins qui arrivent et on va partir sur ces nouveaux besoins. Il faut finir les choses, et pour finir les choses, il faut les continuer. Il faut les continuer dans le temps. Et ça, c'est super important. Et c'est aussi le respect de ces engagements-là auprès des équipes qui fait l'acceptation des équipes. Et il y a un truc aussi, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, en termes d'amélioration continue, il y a ou TMA, on va dire corrective, il y a une boîte qui s'en sort très bien, c'est la SNCF. Parce qu'en fait, pour tous les Parisiens, je sais qu'il y en a toujours qui viennent dans la banlieue, là, ici, quand vous prenez le RER A, en fait, il est en maintenance, entre guillemets, continue. L'été, il est fermé, mais quand il est fermé, il y a de la substitution. Donc si vous proposez un MVP à vos équipes en disant « Bon, en fait, ton truc, il ne fait pas tout de suite », mais que vous ne proposez pas le substitut pour qu'il puisse quand même avoir ça ne marchera pas. Donc effectivement, le substitut de la SNCF quand le RER n'est pas ouvert, c'est le bus. C'est moins cool, mais effectivement, quand c'est bien annoncé en amont, ça peut fonctionner. Donc le management des attentes et anticiper toutes les cas de figure sont aussi vachement importantes. Bon, alors on arrive à la conclusion et on va prendre vraiment les questions du public, celles qui sont les plus votées. On en a deux au moins. Est-ce qu'on peut parler des grilles de TJM capées pratiquées par certains retailers? Donc voilà. Et on l'a pas mise, hein. C'est pas nous. Hein. Mais merci. Allez-y, messieurs. Vous capez les d'abord, TJM, Je ne suis pas de l'acheteur de cette partie-là, donc je ne vais pas répondre au nom d'ADO. Ça marche aussi pour le consulting. Mais non, mais j'étais parti sur un truc, en plus j'ai complètement zappé, je me dis merde, qu'est-ce que je voulais dire, c'était vachement intelligent, et paf, je l'ai perdu. Bon, ça va revenir. Non, ça va revenir. Non, mais Il n'y a pas langue de bois et carton jaune, là, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas maintenant le carton jaune, là? Non. Non, c'était de la langue de bois, ça n'a rien à voir. Ça, c'est c'est le un- sifflet, normalement. Est-ce qu'on peut parler des grilles de TJM capées? Apparemment, non. Non, moi je pense qu'il y a quand même un truc, et c'est ressorti à plusieurs reprises. Je pense qu'on est en train de sortir de ce mode de fonctionnement retailer-agence, qui était un mode de fonctionnement client-fournisseur à la retailer brutal. Genre, je te reçois dans la pièce où on t'entend pas crier oui. de l'extérieur et je t'en mets plein la tête pour que tu La baisses tour les prix. Mercure. Et ça, moi, j'ai la conviction profonde qu'on doit être dans des relations de partenariat et des relations de longue durée avec agences et éditeurs, ce qui permet d'ailleurs de faire l'économie de la redécouverte à chaque fois de l'entreprise. Et donc les 20% dont tu parlais tout à l'heure, finalement, on les paye qu'une fois. Et je pense que ça, c'est une bonne pratique. Enfin, ça, c'est une conviction personnelle. Après, encore une fois, sur les pratiques d'ADO détaillées de ça, je ne me prononce pas parce qu'en fait, je ne les maîtrise pas dans le détail. Et je ne sais pas si la question m'est destinée. Si alors, ça. on Je ne suis pas, audience à fond, on va avancer. je suis On pas va sûr qu'on avancer, soit, ouais. je suis Non, pas mais- sûr qu'on soit très Voilà. tendre, mais voilà. On ne fait pas de langue de bois. Heureusement que les TJM sont capés. Enfin, à un moment, on a parlé de l'empilement des couches et compagnie. On rentre, enfin, ça fait déjà un bout de temps qu'on est rentré dans une ère où les coûts des solutions sont très très fortes. Quand la moitié de tes investissements, c'est dans la tech.
Alors, la solution, c'est pas de caper le TJM. La solution, si on est suffisamment cadré en amont, je vais prendre un exemple dans une ancienne vie, quand tu dois te payer un business analyst sur la data qui coûte extrêmement cher à la journée, bah, tu sais que tu peux te le payer sur 4 jours ou sur 5 jours, et ça, c'est de l'agilité. On reprend le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire quel est mon capacitif budgétaire, et je travaille que les sujets. Donc moi, je préfère pas caper le TJM, je préfère caper le nombre de jours avec lesquels je travaille. Ouais, Je sais pas ça. si je réponds à la question, Ouais, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut travailler. une Parce réponse. qu'il n'y a pas de secret, il y a des compétences, tu ne pourras pas te les payer. Et quand tu es une ETI, tu n'as évidemment pas les mêmes budgets, mais tu as les mêmes besoins par contre. Donc il faut caper, le danger, c'est les projets qui sont extrêmement longs on va se le dire, sur la place du Nord, il y a quand même aussi des prestats qui te racontent qu'ils font des journées, ils sont payés, mais voilà. Ils font rien. Ils font pas rien, mais ils n'ont plus de métier en face, ils savent pas forcément à quoi ils travaillent. Donc c'est ça qui est criminel. C'est ça. C'est C'est pas, pas une question de jour homme, c'est une question de livrable en fait. Il faut, encore une fois, on revient à l'amont. Si tu es très clair sur ton besoin, quand je prends cet exemple de business analyst, on ne le prenait pas évidemment tout le mois, on se payait 4-5 jours. Et c'est ça la méthode agile. On a un budget, on se paye 4-5 jours de business analyst tous les mois parce qu'on ne veut pas plus. Et ben là, tu sais que ça coûte cher, ton métier, il a intérêt à être bon. Et donc, je vais mettre de l'autre côté, c'est au métier. Pareil, pardon pour le public, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai. Côté métier dans les boîtes, ceux qui gagnent le plus, en général, c'est ceux qui ne mettent pas les mains dans le cambouis. Ils crient, tapent un bon coup en début de mois, puis après ils se barrent. Ben moi, je n'ai pas trouvé de meilleure méthode que le FIFO, à savoir, on a 4 jours de disponibles. Donc côté métier, c'est ceux qui viennent avec le besoin le mieux spécifié, qui ont travaillé. C'est pas très glorieux comme méthode, mais ça fonctionne. Voilà. Bon, on n'a pas le temps pour toutes les questions parce qu'il y a une bonne partie des gens qui ont faim. On avait une question sur les démissions et la grande démission. Je veux bien en parler de ça. Vas-y. Alors, je ne sais pas si la question s'adresse nommément à nous sur c'est des scène deux ou côtés, globalement. j'imagine, hein. En 2 mots. Non, mais c'est pour les retailers. Moi, je pense qu'on est dans un contexte où tout s'accélère, où ça va très vite et où le retail n'a pas encore pris le rythme suffisant de transformation. Donc oui, ça secoue. Je soupçonne, je sais pas quelle est la personne qui a mis ça. Est-ce qu'il y a des démissions, des burn-out? Oui, il y en a, on en voit, et je pense qu'il y en a dans toutes les entreprises. Le retail, sur le point de vue transformation technologique, ça secoue vraiment en ce moment. Je pense qu'il faut, mais on n'a pas encore pris la mesure complète de ça, d'un point de vue managérial. Et ça, il faut vraiment qu'on s'améliore là-dessus, parce qu'effectivement, moi, il m'arrive de croiser des gens, et c'est pas que ADO, c'est dans plein de boîtes, qui disent putain, j'en chie quoi. Mais on a en face à nous des gens, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Ils font pas de quartier. Donc, on doit accélérer cette transformation parce qu'il faut qu'on gère la partie managériale de ça, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des gens qui partent en burn-out dans nos équipes. Ça, c'est certain. Mais ça s'est accéléré. Enfin, c'est démentiel ce qu'on vit en ce moment. C'est démentiel. Mais c'est durable. Donc ça, par contre, c'est un nouvel élément de ce marché. Il faut qu'on le traite. Impérativement. On va à la conclusion. On va bientôt manger. Je vous promets, dans 5 minutes, vous serez en train de manger. Pour terminer, on va lancer un petit sondage si ça fonctionne correctement, et on devrait avoir les résultats. Donc si vous êtes sur votre téléphone, et encore une fois, c'est pour s'amuser, bien entendu, on ne se prend pas trop au sérieux. Est-ce que vous avez été plutôt convaincu par l'équipe retailer ou par l'équipe agence? Ils nous ont beaucoup défendus quand même. Continuez à voter. Et pendant ce temps, on va faire un dernier tour de table, et vous avez 30 secondes max, peut-être pour le mot de la fin de votre côté. Voilà. Et on laisse voter pendant ce temps, et on fera les résultats quand vous aurez terminé. On commence ici ? 30 secondes pour convaincre public et arbitre. Simplement, je pense que le plus important, on l'a dit, c'est bien définir le besoin en amont. Et ensuite, ça déroule de ce côté-là avec beaucoup de communication et d'échange. Et il y a un élément sur lequel je rebondis, c'est savoir dire non. Pour moi, entre autres, les raisons des burn-out, c'est que les PO, je les appelle parfois les P8. Ils disent oui à tout. Au bout d'un moment, ils explosent, ils font exploser les équipes et tout ça. Donc il faut savoir apprendre à ces équipes à dire non et savoir accepter le non en tant que dirigeant, utilisateur et ainsi de suite. Donc savoir refuser des clients de votre côté, c'est ça? Nous aussi, il y a des moments, parfois on prend le projet parce qu'on en a besoin, on va se le dire, et on sait que ça sera la merde. Mais bon, à un moment donné, ça arrive partout. Ça. Parfois, il faut manger. D'ailleurs, on va bientôt manger. C'est très très serré, vas-y. Continue. Pour rester sur apprendre à dire non, etc., parfois la fonctionnalité qui va vous rapporter le plus d'argent, c'est celle qui va vous en faire économiser. Arrêtez de développer des trucs dont personne veut. Le code pour le code, ça sert à rien, donc valorisez vos fonctionnalités et faites des choix. Faites des choix, des vrais choix. Merci beaucoup. On a une 50aine de personnes qui est en train de voter, qui ont déjà voté. Et on est vraiment parfait équilibré, donc ultra serré comme match. Je sais pas si... Conclusion de votre côté, vous, 30 secondes. vos conclusions.
Ne pas céder aux modes, oser aborder les sujets tabous. C'est-à-dire que certes, il y a le commerce et il y a le front, et ça rejoint sur... mais il y a aussi donner la même parole à tous les métiers. La compta, enfin, tous les métiers de back-office et compagnie, ça c'est important. Et pour moi, le plus important, c'est éviter de foncer dans la solution. Il faut déjà, est-ce que tout le monde est bien aligné sur la question? Voilà. La question. Moi, je préfère être clair sur la question avant d'aborder les solutions et le comment. Ah. Question de stratégie, voilà. C'est la question qui est le plus important, c'est la rédaction de la question. Et pas passer trop de temps sur le cahier des charges, contrairement à ce qu'on dit. Excellent. Je suis très aligné avec ça. Et pour donner une petite hauteur supplémentaire, la dimension finalement, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux emmener mon entreprise, où est-ce que je veux emmener mon équipe, la vision. Et après, prioriser énormément et virer un certain nombre de trucs. Il y a trop de projets aujourd'hui qui créent trop peu de valeur et qu'on fait pour se faire plaisir. Il faut, à mon avis, charcler une bonne partie des projets qu'on mène. On doit pouvoir faire beaucoup plus efficace. Et s'ils deviennent importants, c'est pas grave, ils remonteront dans la liste de priorités. Mais il faut qu'on priorise beaucoup plus. Et ça évitera les burn-out d'ailleurs. Merci, on peut les applaudir, ouais. Ils ont fait un bon match. Avant d'aller vous laisser manger, vous les gardez les gants, c'est pour vous. Je vais vous parler des prochains événements. On va passer les slides, j'ai plus la zapette avec moi, mais ils vont me les passer pour que je vous parle de ce qui vous attend derrière. On a Retail Data Day à Paris, le 3 février, donc c'est un événement dédié à la data pour le retail. Venez nombreux, on aura tous les experts du secteur, que ce soit la data de la supply, la data client, le pricing. Voilà, tous les sujets de la data seront abordés sur cette journée vraiment exclusive, et on est vraiment encore sur le sujet retail uniquement. Et puis, un nouvel événement qu'on a fait exprès pour vous, parce que vous êtes tous des écolos convaincus, c'est Retail for Good. Et ça, c'est aussi une première. Il n'y a pas encore de forum pour se réunir et réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer les choses dans le retail. Et donc ça, ce sera le 28 mars. Voilà, donc rendez-vous sur ces deux beaux événements. Ce sera à Paris. On reviendra évidemment à Lille. On fait régulièrement des dîners à Lille, et certains d'entre vous ont déjà participé à nos dîners. Donc on reste lillois dans l'âme. Et évidemment, l'année prochaine aussi, revenez ici. Ce sera le 16 novembre. Vous pouvez mettre la date dans vos agendas. Voilà, on repasse à une journée, le 16 novembre l'année prochaine. Merci beaucoup à tous.